Comme alternative à La République En Marche, voilà ce qui ressort de notre sondage mené avec Odoxa Dentsu Consulting. Seules les figures de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen émergent comme opposants et l'idée s'installe chez les Français que pour le moment, personne ne ferait mieux qu'Emmanuel Macron et son gouvernement. On le voit, ces chiffres avec Mélenchon qui arrive donc en tête parmi les bonnes opinions dans les personnalités, Marine Le Pen ensuite, Christophe Castaner et puis assez loin derrière, Laurent Wauquiez et Olivier Faure. Pascal Perrineau, l'opposition est totalement émiettée, dispersée façon puzzle, comme on dit? Oui, c'est la première fois sous la Ve République. D'habitude, il y avait un pouvoir majoritaire et il y avait une opposition. Là, il n'y a pas une opposition, il y a 4 oppositions. Donc, il n'y a aucune de ces 4 oppositions totalement émiettées qui est en position véritablement de challenger, de contester de manière crédible, de dessiner une alternative dans les années qui viennent au pouvoir. Et on s'aperçoit, votre sondage vient après bien d'autres, que pour l'ensemble des leaders de l'opposition, c'est une majorité de Français, la plupart du temps une majorité absolue, qui ne prête aucune crédibilité à ces leaders de l'opposition. 4 oppositions, en plus de ça, sans repère. Il n'y a plus de repère idéologique. Qu'est-ce qui rapproche M. Faure du Parti socialiste de M. Mélenchon dans l'espace des gauches? Qu'est-ce qui rapproche M. Wauquiez de Mme Marine Le Pen dans l'espace des droites? Les Français sentent qu'il y a là un émiettement et ils se disent, dans les mois et peut-être même les années qui viennent, il n'y a aucune capacité à déclencher une dynamique d'union entre 1, 2, 3 de ces oppositions. Alors, Carole Barjon, vous qui connaissez notamment bien la droite, la stratégie de Laurent Wauquiez, au fil des sondages, elle apparaît plutôt perdante. Oui, mais ce que je trouve étonnant, c'est que Laurent Wauquiez n'ait pas, anticipé ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas vu venir Emmanuel Macron sur sa droite, enfin pas sur sa droite de Wauquiez, mais sur le terrain de la droite. Or, ça se dessinait dans les propos du chef de l'État, je trouve, dès l'automne, notamment à propos de l'immigration, par exemple. Et il n'a pas vu venir ça. Et il a donc, du coup, été obligé de se déporter encore plus à droite et dans un discours extrêmement identitaire. Et sur ce terrain-là, évidemment, il n'est pas forcément le plus convaincant, puisqu'on sait que c'est la grande force, pour le coup, du Front National et de Marine Le Pen, qui a retrouvé un peu ces fondamentaux-là depuis quelque temps. Donc, du coup, il n'a pas d'espace. En économie, là, je veux dire, oui, là, on enfonce des portes ouvertes, mais on voit bien que Macron fait une politique que réclamait la droite, que ce soit la réforme du Code du travail, la réforme de la SNCF, etc. Donc, il n'a pas d'espace. Pas de carburant, Yves, pour l'opposition? Je serais beaucoup plus prudent que Carole. En fait, je ferai plusieurs remarques là-dessus. Je pense que, comme l'a dit Pascal, le paysage partisan est complètement bousculé et qu'il retrouvera probablement une certaine structure d'ici à 1 an ou 2, quand les résultats de la politique d'Emmanuel Macron seront ou commenceront à être perceptibles. Soit il y a des résultats sur le chômage, sur le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur la lutte contre le terrorisme, ou il n'y a pas de résultats, et alors à ce moment-là, vous allez voir que la cote de Macron, elle va, et du gouvernement, va nécessairement s'effondrer. Deuxième chose, quand je disais le paysage partisan, c'était à dessein, c'est pas le paysage électoral, le paysage partisan, parce que les électeurs de Mme Le Pen, les électeurs de M. Mélenchon, les électeurs de Wauquiez, je ne dirais pas les électeurs du Parti socialiste, ils existent toujours. Et il ne faut pas oublier que Fillon, il est battu, Pascal, l'année dernière, mais il fait quand même 20% des voix. Hein, et il est battu avec des bagages, c'est plus des bagages qu'il a, c'est un cargo qu'il a derrière lui. Donc il faut quand même le préciser, ça. La troisième chose, alors pour être plus particulièrement sur Wauquiez, il va y avoir une course, à mon avis, qui va s'engager à une condition, si Marion Maréchal-Le Pen revient. Et si Marion Maréchal-Le Pen revient, il va y avoir une course entre Madame Marion Maréchal-Le Pen et Laurent Wauquiez. Et là, je donne peu de la peau de Laurent Wauquiez. Parce que je pense que Maréchal-Le Pen, elle aurait un positionnement qui serait à peu près semblable à celui que nous raconte aujourd'hui, je dis bien nous raconte aujourd'hui, Laurent Wauquiez. Qui d'ailleurs n'attache plus le nom de Le Pen, si j'ai bien vu quelques échos à son patronyme.
qui est redevenue Marion Maréchal. Eh ben voilà. Euh, C'est un indice. Daniel, Daniel Bilalian, il y oui. a quelque chose qu'on n'a pas oublié volontairement ou pas, c'est que en fait, la droite a perdu ses 3 leaders charismatiques. Laurent Wauquiez, c'était personne avant l'élection présidentielle. Ils ont perdu François Fillon, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. C'est dur pour un parti, parce qu'un parti, aux yeux du public, c'est d'abord un homme ou une femme, peu importe. Mais Laurent Wauquiez, c'est personne au départ. Donc c'est pas étonnant qu'il mette du temps à se personnaliser. En plus, il n'a jamais eu de fonction essentielle au sein d'un gouvernement ou d'un parti politique. Donc moi, je pense que la chute de la droite, en dehors du fait que M. Macron fait en partie la politique que la droite n'a jamais osé faire, deuxièmement, que pour ce qui concerne l'immigration, le produit original, c'est quand même Marine Le Pen, il n'y a pas besoin de se référer à Laurent Wauquiez. Et pour ce qui est du gauchisme camelot de Poujado de Mélenchon, là-dessus, Laurent Wauquiez ne peut pas aller. Mais je pense que l'essentiel de Laurent Wauquiez, son problème principal, c'est que les exécuteurs de droite qui ont voté à 20% pour François Fillon, bien qu'il ait pris sa penderie sur la tête, ne savent plus où aller. Et donc pour eux, Laurent Wauquiez, c'est personne aujourd'hui. Il n'a rien fait, il n'a rien dit encore qui permette aux gens de se référer à lui. Donc les gens préfèrent l'original, c'est-à-dire en termes d'immigration, Marine Le Pen, et en termes de poujadisme, Mélenchon. Et alors, ce qui est important aussi, c'est que c'est pas scientifique ce que je vais dire, mais on l'entend quand même beaucoup quand on se promène, quand on fait du reportage, quand on écoute les gens. C'est l'insincérité de Laurent Wauquiez. Il a beaucoup de mal à asseoir une. Et l'épisode lyonnais n'a pas arrangé devant les étudiants lyonnais. C'est vrai. Mais il n'y a pas que ça, à mon avis. Il y a aussi son parcours général. L'insincérité des politiques, c'est pas spécialement elle est Laurent partie, Wauquiez. parce que les gens de droite sont assez attachés à ça. Hein. Les gens de gauche aussi, d'ailleurs, parce qu'on ne va pas dire le contraire. Mais il y a quand même, il a ce procès qui est instruit en permanence. Pascal Perrineau, on parlait des personnalités qui n'impriment pas, comme on dit. Dans le sondage, Christophe Castaner, alors ça reste Mr. Nobody. C'est un souci ou un problème pour La République En Marche? Non, mais là aussi, c'est un peu inévitable. Vous savez, il y a eu un tel renouvellement du casting politique il y a un an qu'il faut du temps à ces hommes et à ces femmes dont, allez, 80% sont des visages totalement nouveaux pour s'imposer. Monsieur Castaner, jusqu'il y a un an, il était connu un petit peu en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, Fort-Calquier. Voilà, vous quittiez Provence-Alpes-Côte d'Azur, il n'était pas connu. Donc il faut en effet, bien sûr, que ces premiers rôles de la Macronie commencent d'ailleurs à opérer un processus qui est nécessaire pour le président de la République, c'est-à-dire la dépersonnalisation du système Macron. Parce qu'à force... Parce que c'est un des dangers on y est loin. On en est loin. Parce qu'à force d'être personnalisé, on voit bien comment, à un moment ou à un autre, c'est le président qui va cristalliser les soutiens, mais aussi les oppositions. Et les oppositions, si les indicateurs économiques ne sont pas au rendez-vous, pourront être assez farouches. Et puis alors, il y a un élément qui est quand même assez flagrant. Un mot, Yves, et puis on donnera la parole à Carole. Oui, pardon, Carole. Mais il y a quand même une chose qui est assez flagrante, et notamment sur certains événements, économiques ou pas d'ailleurs, c'est de voir que ces oppositions disent toutes la même chose. Quand vous avez sur un sujet M. Wauquiez qui dit la même chose que M. Mélenchon, et M. Mélenchon la même chose que Mme Le Pen, eh ben, je suis désolé, c'est quand même un peu compliqué. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire que vous avez une opposition qui est certes morcelée, mais qui porte parfois, qui parle d'une même voix. Carole, je vais relever quand même que votre sondage, il est dévastateur avant tout pour Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen et Laurent Wauquiez quand même, parce qu'ils sont connus. On voit bien que Christophe Castaner et Olivier Faure sont quasi inconnus. Enfin, pour Olivier Faure, c'est quasi inconnu, et Castaner à moitié. Donc, du coup, les jugements sont moins sévères, en quelque sorte. Alors que pour ceux qui sont connus, c'est, je pense, assez terrible. Alors justement, on va écouter Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France Insoumise. Il répondait sur la question de qui marque des points ou pas. C'était hier sur la chaîne parlementaire. Vous espérez reprendre le point que vous aviez concédé à Emmanuel Macron le 26 mai ? Je crois qu'on l'a cette fois-ci parce que, quoi qu'il arrive, il y aura eu une résistance dans la durée et forte et mûre
de la part des salariés concernés, mais aussi de la société. Il y a eu ce truc terrible. D'un côté, les syndicats divisés, de l'autre côté, aucune jonction entre les forces politiques, associatives et syndicales qui étaient dans la lutte. Là, nous sommes en train de régler l'un de ces deux problèmes, puisque nous nous retrouvons tous ensemble le 26 mai. Du wishful thinking, disiez-vous, Pascal Perrineau. Et oui, le problème, c'est que là, on voit bien qu'il campe complètement dans une opposition radicale, sans se poser la question. Aujourd'hui, la politique a changé, sans se poser la question, je suis dans l'opposition, mais est-ce que je suis capable de dessiner un projet crédible pour convaincre une majorité d'électeurs et de trouver des partenaires? Il est dans un processus tout à fait autre, où il est sur une ligne radicale, on le voit depuis septembre dernier, et sa mobilisation qui avait échoué contre la réforme du Code du travail, c'est-à-dire d'être l'exutoire politique d'une protestation sociale. Alors, deux déceptions pour lui. Il ne parvient pas à être cet exutoire politique. Il n'arrive pas à monopoliser, au fond, l'expression politique d'une grogne sociale. Et la grogne sociale, on le voit bien, la protestation sociale est en train de s'étioler. On l'avait vu sur le Code du travail, on le voit aujourd'hui sur la réforme du statut de la SNCF. Le fait que la CGT et Martinez se rallient au mouvement le 26 mai, c'est un... Oui, je crois qu'il faut pas en attendre grand-chose, parce que déjà, Philippe Martinez, il ne sait pas s'il sera lui-même. Déjà. Après, on peut pas... C'est courage Fillon, un peu, toutes ces histoires-là. Hein. En plus, ce n'est pas le front syndical, puisque, évidemment, il est hors de question pour M. Pavageau, le nouveau patron de la FO, et le patron de Berger, le patron de la CFDT, d'y aller. Donc, il va y avoir des troupes, ça va peut-être grossir un peu la troupe. Mais si vous voulez, la merguez party, un samedi, ça ne fait pas sérieux non plus par rapport à l'électorat. C'est donc plutôt un aveu de faiblesse de la part de la CGT. Bah, bien sûr, c'est un aveu de faiblesse. Non, je veux dire, quand j'entends Jean-Luc Mélenchon, moi, depuis la campagne électorale, je trouve que c'est vraiment la dernière tournée d'une vedette, quoi. C'est Johnny Hallyday dans sa dernière tournée, il essaye de... Sans le public. Sans le public. il a un côté camelot, quoi. C'est les 3 stylos pour 100 francs. Quand vous rentrez chez vous, il n'y en a pas un qui écrit. Il y a quelque chose de terrible parce qu'il est en train de tromper des braves gens. Non, mais moi je trouve pas ça. Je trouve pas drôle, Mélenchon. C'est le dernier numéro de la tournée du cirque d'un homme qui est en train de finir sa carrière politique. Il devient vulgaire, il devient ordinaire. Et effectivement, il fait plaisir à des gens qui sont dans l'ennui. Ça leur fait plaisir. Il y a un côté poujadiste. Mais ce qui me choque, moi, c'est qu'il trompe des braves gens. Parce que les gens qui vont à ces meetings ou les gens qui votent pour lui sont des braves gens. Et ça, je ne supporte pas qu'un homme politique intelligent trompe les gens. Quelques réactions après la vôtre vive, Daniel, de nos internautes. Philippe Catouzato nous dit « Mais pourquoi la République En Marche et la France Insoumise n'acceptent pas de débattre face aux Français ?» Je pense que c'est une allusion au débat sur France 2 ce soir, où effectivement on a appris qu'il y avait eu un petit peu Castaner ne voulait pas y aller. Enfin, les interviews successives, effectivement, vous avez raison de rectifier. Ce n'est pas un débat, c'est une succession d'interviews. Et la France Insoumise, Mélenchon ne voulait pas y aller, et finalement, il y va. Johan Balducci qui s'interroge, qui affirme plutôt, il n'y a personne de crédible pour remplacer Macron. Gis Nivet, le problème de Macron, c'est qu'il fait les choses à moitié pour certains et complètement pour d'autres. Il ne s'engage que sur les choses qui ont l'intérêt pour lui-même et c'est tout. Et Johan Balducci, Mélenchon et Le Pen sont des populistes, la droite et la gauche sont en miettes. Alain Mouyal, ne jetons pas la pierre à un président ayant compris qu'il n'y a ni droite ni gauche, mais un pays à réformer dans ses structures. Une réforme de la Constitution est aujourd'hui obligatoire. Et enfin, Anouzia Novak, de toute façon, les Français ne sont jamais d'accord. Il y a 66 millions de Français, autant d'avis politiques. Pour repartir du pompier, il faut tailler dans le vif. Je laisse à votre appréciation aussi. Pendant ce temps-là, pendant qu'on parle, les ministres s'apprêtent à partir en service après-vente en région. Ils vont tous être dispersés aux 4 coins de la France ce soir pour aller à la rencontre des Français. On a parlé de stratégie d'évitement, nous, dans le Figaro, parce qu'effectivement, Yves, racontez-nous un peu comment ça se passe en vrai. Si j'ai bien compris, ils vont aller aux 4 coins de la France. Et le public qui sera là sera un public choisi. C'est-à-dire qu'on a évité ceux qui pouvaient éventuellement mettre le désordre. On a aussi un petit peu sélectionné les questions. On a fait un casting. Alors, je ne sais pas s'ils sont payés. Ça sera peut-être la dernière question à poser. En tous les cas... Je ne pense pas qu'ils tombent dans ce piège. Ce qui est sûr, non, évidemment. Depuis M. Stirn, tout le monde sait. Mais ça, c'est de la vieille histoire. Mais non, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez, c'est quand même beaucoup une opération de communication. Moi, je ne suis pas... Mais on s'interroge quand même pourquoi il y a eu la délocalisation de Matignon dans le Cher. Vous voyez, alors là, je trouve que la critique est méchante. Que le Premier ministre
quelques ministres. C'est normal qu'ils voyagent. Alors après, on dit c'est des coups de com'. Ben non, c'est pas des coups de com', il faut quand même qu'ils sortent de leur ministère. Mais là, en l'occurrence, Carole. là, en l'occurrence, c'est un coup de com'. La réponse Non, est mais là, parce que c'est groupé. Mais Monsieur Philippe qui va passer 2 jours Non, ça- en Côte d'Or, bon, bah, pourquoi pas, dans le Jura plutôt. Pourquoi pas. Non, mais ce qu'on se dit, c'est que ça devrait être assez naturel. Mais bien sûr. Or là, on annonce Oui. ça comme un événement, c'est une espèce de tir groupé, Bien sûr. donc ça fait forcément opération de com'. Je me demande pourquoi ils l'ont pas je veux choisi, dire que des d'ailleurs, de faire ça ministres hier soir, le aillent, jour du match de l'OM. que des ministres aillent défendre la politique du gouvernement sur le terrain, ça paraît quand même assez Au moins, normal. ils auraient peut-être pu justifier la faible Il y a affluence. des députés pour ça. Pascal Perrineau. Oui, mais je crois qu'il y a tout de même derrière un enjeu important. On sait très bien, avec le président comme avec d'autres, que la politique symbolique est une arme importante. Les symboles renvoient à des préoccupations, ou sont censés renvoyer à des préoccupations des Français. Quand vous regardez le macronisme depuis 1 an, c'est un changement phénoménal du système politique par le haut, par la présidentielle, etc., par le gouvernement, par l'Assemblée. Mais il y a un problème aujourd'hui du macronisme, c'est les mouvements d'en bas. Et si le macronisme veut résister, il faut que le mouvement d'en bas rencontre le mouvement d'en haut. On sait très bien qu'Emmanuel Macron, La République En Marche, ont un problème d'implantation dans les territoires. Donc tout ce qui va dans ce sens, à quelques mois ou années d'une rafale d'élections locales, municipales, départementales, régionales, est important pour le pouvoir. Parce qu'au fond, il a réussi son OPA par le haut, mais maintenant, il faut véritablement qu'il réussisse une OPA en bas. Et ça, c'est un gros souci. Et on l'a vu lors des dernières élections sénatoriales, c'est l'expression des territoires. Le 28 septembre dernier, La République En Marche a connu une défaite redoutable aux élections La sénatoriales. République En Marche, chez lui, pour le Le moment. problème, c'est Macron. qu'aux législatives, Oui, mais- les Français ont élu 300 fois Macron. Bah, bien sûr. Sans se préoccuper du nom des députés. Et on a beaucoup parlé des députés, on a beaucoup dit qu'ils ne servaient pas à grand-chose, mais il y a une chose essentielle quand même. Un député, c'est quelqu'un qui vit dans son territoire et qui, le dimanche, contrairement aux députés En Marche, n'est pas en train de regarder son ordinateur, mais il est en train d'écouter Yves Tréhard lui dire qu'on va fermer la boulangerie, que la gendarmerie va fermer, qu'avec leurs bombes atomiques, ils sont en train de nous détraquer le temps. Et il faut bien répondre. C'est ça, être député. Et moi, je suis ulcéré quand on critique les députés, parce que pour leur très grande majorité, ce sont des gens qui ont dévoué leur vie à la collectivité et à leurs concitoyens. Moi, il m'est arrivé de le Yves, et puis on dire. passe au deuxième sujet. Il m'est arrivé de le dire à Matignon, à des conseillers de Philippe, en disant mais je suis un peu inquiet, faisant le constat que Pascal La vient déconnexion avec d'exprimer. le... Mais oui, parce que j'ai beaucoup de retours qui me disent ils sont pas là, ils sont pas sur le terrain, tout ça. Et on me dit Réponse. alors la réponse c'était oui, mais c'est important qu'ils fassent la loi. Et d'ailleurs dans la Constitution, ce sont des élus de la nation. Et là, ils ont tort, parce que les Français, ils n'en ont rien à faire de la Constitution. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un élu de leur circonscription qui soit à l'écoute de ce que vient de dire Daniel. Et là, je trouve qu'ils font une erreur, une erreur tactique. Erreur d'analyse. On va parler encore des territoires, mais sous le prisme de la dépense publique. C'est bien un point noir pour le gouvernement, le niveau de la dépense publique. Au moment où Paris demande aux collectivités de se serrer la ceinture, une réunion a d'ailleurs lieu aujourd'hui sur ce thème à Matignon. Alors, l'État veut contrôler les dépenses, mais qu'il s'occupe d'abord de faire son job. Nous faisons le nôtre. C'est l'opinion d'Hervé Morin, président centriste de la région Normandie et président des régions de France. Il était ce matin l'invité d'Europe 1. Le régalien, la police, la justice, la défense, la politique étrangère, la sécurité, l'immigration, que le gouvernement le